On est dans le studio de podcast de la Gaîté Lyrique, depuis lequel on travaille sur ce projet Contrôle, pour reprendre le contrôle sur la tech, où on en accueille différentes personnalités technocritiques, comme aujourd'hui Jean-Baptiste Kempf, qui est le président de l'association Vidéolan qui édite le logiciel VLC. Bienvenue JB, Jean-Baptiste Kempf, président de l'association Vidéolan qui édite VLC. J'ai pas fait la première erreur, le premier écueil de dire que tu es le créateur de VLC. Je crois que c'est quelque chose qui te met en rogne à chaque fois. C'est pas que ça... Alors, je me mets pas en rogne, mais c'est vrai que c'est pas très sympa pour les autres parce que on va en parler. Justement, VLC, c'est pas la création d'une personne. Il y a personne qui s'est dit qu'il allait faire VLC. VLC, c'est un projet de plein de gens. Donc, ça me dérange pas parce que c'est vrai que c'est moi qui ai passé le plus de temps sur VLC et Vidéolan. Mais c'est pas sympa pour les autres. En fait, tu es le contributeur le plus important à ce projet open source. Je pense que ouais, ça c'est une bonne définition et je suis le président de l'asso. Ok, vrai aussi. Donc VLC, si on refait un petit peu l'historique rapidement, ça a été créé en 96, je crois, à l'école centrale. Alors, c'est compliqué parce que ça dépend comment tu comptes. Alors, pour expliquer un petit peu, à l'origine, en fait, dans les années... Donc, l'école centrale, c'est une école qui était au sud de Paris, qui était vers Châtenay-Malabry, et qui était, pour plein de raisons historiques un peu bizarres, c'est une école d'ingé publique qui a globalement assez peu d'argent par rapport aux autres grandes écoles et qui avait un campus qui était géré par des étudiants et par une association qui n'était pas l'école. Et donc tout était géré par les étudiants, que ce soit la télé, la radio, le bar, les soirées, la cafétéria, enfin vraiment tout était géré par les étudiants, y compris dans les années 80 le réseau. Ils mettent en place un réseau qui est un réseau token ring, donc une techno de réseau en token, ce qui n'existe plus, qui n'est pas avec des routeurs. Et c'était très lent. Et donc vers les années 93-94, il y a le début des premiers jeux en réseau, puis les premiers FPS. Et ils veulent un nouveau réseau, et évidemment, ils vont voir l'école, et l'école leur dit, écoutez, vous êtes mignons, mais moi, c'est pas chez moi, puisque c'est sur le campus, donc démerdez-vous. Et là, ils vont voir, en fait, sur la suggestion de l'école, qui était une façon de leur dire d'aller se faire voir, ils vont voir des industriels, et notamment, ils vont voir Bouygues, qui a construit qui les envoie sur TF1, et qui leur dit, le futur, c'est le satellite. Et donc, en fait, ils construisent. Et les mecs de TF1 disent, en fait, ce qu'on va faire, c'est que si vous êtes capable d'avoir seulement une antenne satellite et un décodeur satellite pour tout le campus, moi, je vous paye un nouveau réseau. Et évidemment, aujourd'hui, 15 ans après YouTube, c'est logique. On est à l'époque des 486 DX à 33 MHz. Être capable de lire de la vidéo, même de taille SD, sur un ordinateur normal, c'était un peu de la science-fiction. Donc, en fait, c'est comme ça que naît ce projet et qui, à l'origine, s'appelle le projet Network 2000. Qui est fait entre 96 et 97. Et le projet, il aurait pu s'arrêter là. Et c'est en 98, fin 98, qu'il y a un groupe d'étudiants. Donc, c'était des projets d'étudiants, parce qu'en deuxième année à Centrale, tu avais des projets d'étudiants. Et c'est en 98 qu'il y a des mecs qui reviennent et relancent le logiciel. Et donc, ils relancent toute la solution qui s'appelait Vidéolan, parce que c'était un réseau sur un réseau local, Vidéolan. Ils reprennent un tout petit peu de code du projet de 96 pour recréer la nouvelle solution. Mais vraiment, ils se basent, c'est à ce moment-là en fait qu'il y a un client qui est démarré, qui s'appelle Vidéolan Client, et un serveur qui s'appelle Vidéolan Server. Il y avait d'autres sujets, et c'est le Vidéolan Client qui, en 2001, passe open source, c'est la vraie naissance du projet qui va s'appeler VLC. Mais donc, déjà là, en fait, c'est difficile de savoir quand le premier VLC, je dirais peut-être 98, ou peut-être début 99, puisqu'en fait le projet de 96, il y a du code qui a été revenu, mais c'était pas du tout le même logiciel. C'était un truc qui était fait pour faire une démo pour justifier le besoin d'avoir des réseaux plus rapides et de faire une expérimentation en grandeur nature. Et là, VLC, on part du principe en démarrant que tout le monde connaît évidemment, mais pour resituer, c'est le petit icône qu'on a tous avec un cône. Voilà, exactement. Ça, c'est qui est le logiciel français le plus téléchargé au monde. C'est hyper drôle parce qu'en fait, quand je voyage pas mal et quand tu es en Inde, etc., tu parles de VLC, il y a plein de gens qui savent pas trop, et quand tu leur dis mais si, c'est le cône que tu as sur ton ordinateur pour lire des vidéos, là ça qui lit tout. Et puis surtout c'est débile d'utiliser un cône pour un logiciel. D'ailleurs, tu n'as aucun autre logiciel de vidéo. Tous les logiciels de vidéo, que ce soit YouTube, Netflix, etc., ils ont un bouton play plus ou moins stylisé. Là, c'est complètement chelou, mais c'est hyper marquant. Donc quand je dis mais si, je bosse pour le cône qui fait des vidéos, là, tout de suite, les gens connaissent. Comment est venue cette idée de cône ? C'est une histoire d'étudiants sur un campus. Voilà, ouais. Donc c'était un délire à l'origine. Le projet, même en 98, quand il se dit,
Le but, c'était pas d'avoir un player, hein. Le but, c'était d'avoir un player pour la solution de streaming vidéo sur un réseau. Même en 98, ils ne sont pas dit, je vais faire un logiciel qui va lire toutes les vidéos. C'est quelque chose qui arrive le long de la vie, notamment en 2000 et au passage de l'open source, mais même quand ça passe en open source, ça n'existe pas sous Windows ni sous Mac, hein. C'est multiplateforme, c'est-à-dire Linux, BOS et BSD. Et c'est en passant en open source qu'il y a 2 personnes qui le portent sous macOS, dont un qui était en Hollande, et un en Angleterre qui l'emmène sous Windows. Donc, c'est important de comprendre qu'il n'y a personne qui s'est levé un matin et qui s'est dit « Putain, je vais faire VLC, et mon idée, c'est que ça lit tous les types de vidéos. » C'est le projet qui s'appelait VIA, qui, dans les années 80, a construit ce réseau grandeur nature, qui ensuite, par ses limitations, a donné en 93-94 l'idée d'aller faire chercher un nouveau réseau, qui a fait ce projet de 96-97 de streaming vidéo pour justifier les besoins de bande passante, qui devient le projet Videoland en 98, dont une des sous-parties, qui était peut-être pas forcément la plus compliquée, était le client et qui devient VLC. Et qui est porté en open source sur d'autres plateformes par des gens qui ne sont pas à l'école centrale. Donc, c'est très rare d'avoir quelque chose comme ça, et c'est pour ça que je ne suis pas vraiment créateur, parce que moi, de toute façon, en 93, il y avait 10 ans, en 96, j'en avais 13, je joue au Lego. Hein. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Là encore, on voit la différence que vous avez avec toutes les grandes plateformes de la tech, parce que même votre histoire est transparente. Et vrai, parce que finalement, Facebook, c'est la même chose. Facebook, quand ça a été créé, c'était pas Meta, c'était pas l'entreprise que c'est aujourd'hui. Ça évolue en permanence. Facebook, c'était encore pire que ça. C'était Mark Zuckerberg qui essayait d'espionner les nanas pour aller les draguer, parce que c'était limite d'un pervers, ce mec. Donc, tu vois, à l'origine, c'est quand même ça, The Facebook. Hein. Bon, après, il réussit, etc. Il en fait quelque chose de bien. Mais en tout cas, l'histoire de VLC, elle est un peu chelou. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le logiciel, c'est ce que je dis régulièrement, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde. Alors là-dessus, juste, j'ai quelques chiffres, si tu peux nous resituer, quoi. Et aussi le moins rentable. Moi, j'ai des chiffres là de noter, tu me dis s'ils sont corrects. 500 millions d'utilisateurs actifs de VLC, 800 millions d'installations, chaque jour 1 million de téléchargements. Ouais. C'est absolument dingue. Enfin, vous êtes loin devant tous les autres logiciels français, non ? En fait, déjà, les Français font pas de logiciel, quasiment plus. Plutôt du service. Ils font un peu de service. Et même les... Alors, à l'exception, quand même, sur mobile, tu as quand même Deezer, qui quand même fait un vrai logiciel. Donc ça, c'est une vraie exception. Mais c'est vrai que les Français font pas beaucoup de logiciels utilisés par beaucoup de gens. Et quand ils en font, ils se font acheter par les Américains. Ouais. Alors justement là-dessus, se faire racheter par les Américains. J'ai lu à plusieurs reprises que... par ton rôle de président de l'association Videoland, c'est toi qui recevais des propositions de rachat de VLC. On dit que tu aurais pu être millionnaire et que tu l'as refusé. Plusieurs fois. C'est quoi le fin mot de cette histoire et non, mais c'est vrai, avoir refusé ? Parce que ce qu'ils voulaient faire, c'était de la merde. Donc, grosso modo, c'était toujours des trucs d'espionnage d'utilisateurs. Alors, pardon, ça s'appelle de la télémétrie. Enfin, grosso modo, c'était soit foutre de la pub dans VLC, soit traquer, soit espionner les utilisateurs. Enfin, c'était l'époque où tu installé des milliards de toolbars qui t'injectaient de la pub, etc. Enfin, tous ces trucs genre ask.com. Même Google avait sa toolbar à la con là, qui te pourrissait ton... C'était infernal cette époque. C'était infernal. Ouais. Et donc, il y a eu des gens qui nous ont fait beaucoup... soit de façon plus ou moins vicieux, soit vraiment, vraiment grave. Parce que, évidemment, quand tu as 1 million de téléchargements par jour, je te promets que même si avec des taux de conversion de 10% de toolbar qui te rapportent $1 l'install, ça veut dire que tu fais 100 000 $ par jour. Hein. Mais alors, les encodeurs que vous avez créés, il y a un travail exceptionnel qui a été fait là-dessus, qui n'était pas fait avant. Et aujourd'hui, c'est la norme dans la vidéo. C'est utilisé par les plus grandes plateformes, je crois, les Netflix, les YouTube, les Facebook. Ouais, alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que dans le projet Videoland, donc il y a le client qui s'appelle VLC, mais il y a d'autres softs, et notamment un soft qui s'appelle X264, qui est l'encodeur vidéo le plus utilisé au monde. Et entre X264 et un projet qui est à côté de Videoland, qui n'est pas dans l'association, mais qui sont grosso modo des potes, avec les communautés ces 2 communautés open source qui sont très liées, qui s'appellent FFmpeg. En fait, ça fait tourner l'ensemble de la vidéo sur Internet. C'est-à-dire que 90% des vidéos que vous voyez sur Facebook, sur YouTube, sur Netflix, sur Hulu, Canal Play, MyTF1, enfin tout ce que vous voyez, c'est encodé principalement avec donc, un autre projet Videoland qui s'appelle X264, qui est un encodeur vidéo, qui est donc pour fabriquer de la vidéo. Et ça, c'est vrai que ça fait tourner la plupart des vidéos au monde.
Netflix a bien dû essayer à un moment donné de t'embaucher, au moins, si ce n'est de racheter VLC, non? Non, parce que Netflix, ils sont un peu intelligents, ils savent que ça sert à rien de racheter VLC. C'est open source, tu vas acheter quoi? Donc en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que les mecs qui voulaient nous faire des offres, c'était des offres vraiment pour faire de la merde, et les autres, ils comprenaient pas ce qu'ils rachetaient. Tu vas acheter quoi? C'est quoi la grosse valeur sur VLC? La grosse valeur sur VLC, c'est la marque, c'est le fait que tu fais confiance à l'équipe derrière et l'association Vidéolan et aux gens qui sont derrière de pas faire de la merde et pas pourrir ton PC. Alors que de fait, tu fais pas confiance à la plupart des... Aujourd'hui, tu installes une app, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton ordi, tu installes une app, tu as toujours peur. C'est ça, hein. D'ailleurs, les gens, ils installent moins d'apps parce qu'ils ont peur de toutes les permissions, ils se rendent compte comment ils se font avoir. Donc, la valeur de VLC, c'est ça. Donc, si tu vends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu récupères? Ouais, c'est vrai, tu peux te faire beaucoup d'argent à court terme. Mais ça veut dire que tu détruis le projet à moyen. Ça fait près de 30 piges que le projet existe, quoi. Et la promesse initiale a toujours été maintenue. Comment faire? Est-ce que c'est toi qui es garant de ça, justement? Ou est-ce que, par définition, c'est un projet open source et ça va jamais dériver de sa promesse initiale? En fait, c'est quoi la promesse initiale? Voilà, donc moi je suis... Donc en fait, le projet, il était à Centrale jusqu'en 2004, 2005, 2006. Je suis entré à Centrale en 2003. Et en fait, vers 2006-2007, ça commençait vraiment à mourir. Et c'est là où j'ai repris en fait tout ça. Et je suis devenu de plus en plus actif et que j'ai créé l'association. Et c'est vers 2007-2008 que j'ai défini des guidelines de lire tout et de fonctionner partout. Et donc, et ça, depuis, on n'y a pas bougé. C'est dans l'association. On a quelques règles, quelques principes dans l'association par exemple, on ne fait pas de politique. Et ça, c'est un sujet qui revient hyper régulièrement. Les gens, ils veulent qu'on se positionne. Et nous, on ne se positionne pas. On donne de l'argent. Là, on vient de donner de l'argent au commissariat aux réfugiés à cause de la guerre en Russie et en Ukraine. Mais nous, on ne se positionne pas. Tu ne vois pas les gens de VLC qui vont aller se positionner sur la diversité. Ce n'est pas notre métier. Nous, on fait de la tech. Et ça gêne beaucoup de gens, en fait. Mais c'est vrai qu'on a des guidelines qui sont relativement intemporelles, justement, avec des batailles qui sont relativement intemporelles pour le logiciel libre contre les DRM. Et c'est tout. Mais ça aide parce que en fait, la création de la communauté, en fait, c'est vraiment ton contrat social, c'est autour de ta licence. Et pour le moment, enfin en tout cas, moi, je tiens bien l'association pour qu'elle aille dans ce sens-là. Tu disais dans une conférence, je crois, à l'ETNA, je crois que c'est là où j'ai entendu ça, que VLC, c'est l'équivalent de 15 millions de lignes de code en C. C'est à peu près ça, ouais. C'est absolument monstrueux. Non. Comment vous gérez ça de manière collaborative et comment vous pouvez sécuriser ça? Ah, bah alors, c'est facile, tu peux pas. Voilà, donc ça c'est facile. Ce qui est important, c'est pas la quantité de code, c'est l'équipe. L'équipe, elle est réduite. Pendant très longtemps, VLC, c'était 4 à 5 personnes dans le corps et qui étaient capables de maintenir ça. C'est très très skilled, hein. C'est très compliqué ce qu'on fait. C'est pas une plateforme SaaS pour je sais pas, une banque ou une mutuelle. Donc c'est vraiment de la technicité. On écrit du C, on écrit du C++, on écrit de l'assembleur à la main. Là, un des projets que je viens de finir s'appelle David, qui est un décodeur AV1 qui est utilisé dans les apps Netflix, dans les apps Facebook, absolument partout, dans Windows d'ailleurs. Et ça, c'est 180 000 lignes d'assembleur écrites à la main. En 2022, ça n'existe plus. Enfin, on est des aliens. Mais l'important, c'est que en fait, tout est modulaire dans VLC. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités, c'est un nouveau module. Un VLC, c'est 500 à 600 modules. Ça rend, en fait, c'est beaucoup plus facile de rajouter des fonctionnalités et de les maintenir. Et c'est comme ça qu'on réussit à maintenir autant de code avec si peu de personnes. Et dans le code de VLC, il y a 1 million de lignes de code. Et surtout, chacun des modules, il y a plein de modules qui dépendent de bibliothèques externes. Et c'est quand tu additionnes toutes les bibliothèques externes que tu arrives à peu près 15 millions de lignes de code. Donc, les deux trucs les plus importants... Enfin, VLC, c'est 1 million. FFmpeg, qui est intégré dans VLC, c'est 2 millions. Et puis après, il y a l'interface graphique qui est dans les bibliothèques Qt, c'est 3 millions. Voilà. Donc ça te donne une idée. Et comment tu fais pour être sécure? Tu ne l'es pas. C'est pas possible. Le multimédia, c'est jamais sécure. Donc, il y a tellement de failles potentielles que c'est clair que VLC... Mais pas... Enfin, en fait, aucun lecteur vidéo n'est sécure. Nous, on travaille justement avec le ministère de la Défense en France pour justement rendre VLC secure. Et en fait, c'est un système de sandboxing qu'on est en train de développer, très technique, pour justement capable
ne pas dire que tu vas pas cracher, mais au moins que ça n'impacte pas le reste de ton système. Ok, ouais. Tu disais qu'il y a ce travail qui est fait donc, sur les applications de Netflix, de YouTube, etc. Ça, c'est fait dans quel cadre? Vous travaillez pour eux? Alors, l'association, il n'y a personne qui... l'association, elle est relativement pauvre. On vit des dons. Tu vois, des dons à coût de 4 € sur le site web, puisque le don moyen, c'est 4 € sur le site web, dont à peu près 30 centimes parlent chez PayPal, parce qu'on paye sur PayPal, tu vois. Et puis ensuite, il n'y a personne d'autre, en fait, qui est employé là-dessus. Et après, il y a plein de gens qui travaillent sur des projets externes, donc David, FFmpeg, X264, ou d'autres projets open source dans le multimédia. Et c'est vrai que tout le monde gravite autour de Vidéolan. Parfois, justement, dans le cas Netflix ou dans certains cas, ils ont besoin de R&D pour faire ce genre de trucs. Et en fait, il y a plusieurs entreprises, dont une que j'ai créée il y a 10 ans, qui font du service et du consulting autour des technologies open source. Donc c'est comme ça que vous vous rémunérez sur ce projet-là, qui lui, par contre, ne rapporte pas d'argent directement. C'est comme ça que je me rémunère et quelques-uns du projet, clairement pas tout le monde, et c'est relativement récent. Ok, super. Et quels sont les nouveaux projets là, sur lesquels vous êtes en train de travailler et ta vision du développement de VLC? C'est très compliqué parce que justement, une des raisons pour laquelle ça marche à peu près bien, c'est que la roadmap, en fait, elle vient un peu des utilisateurs et du feedback utilisateur. Là, en fait, il y a eu un gros changement sur VLC, ça a été le focus sur les applis mobiles Android et iOS, qui sont pas juste des players, mais il y a aussi un petit peu d'indexation du contenu et être capable de lire ce que tu as sur ton NAS chez toi, ton Plex, les trucs qu'il y a sur ta box. Donc voilà, donc il y a un peu cette intégration. Et là, on va apporter un peu cette intégration sur le desktop, un peu d'intégration, d'indexation de contenu. Ça, c'est un vrai gros chantier. Il y a le chantier de la sécurité dont on a parlé, qui est un vrai sujet compliqué, dans lequel il n'y a pas vraiment de solution, en tout cas sur étagère, pour ce point-là. Il y a le travail qui est sur faire tourner VLC dans un navigateur, donc compiler les millions de lignes de C en JavaScript pour les faire tourner dans le JavaScript. Et puis, il y a un travail justement de partage pour voir en fait comment tu peux partager tes films avec ta famille, avec tu vois, une home connectée, etc., qui est un peu l'inverse de l'indexation, mais justement pour que tu puisses partager ce que tu as toi avec les gens autour de toi. Comme une sorte d'agrégateur de différents contenus, différents flux? Ouais, en fait, là, par exemple, dans VLC, tu vas être capable d'aller rajouter podcast, rajouter tout ce qui est en local, avec un système de script qui te permet en fait vraiment d'aller récupérer du contenu qui n'est pas forcément ton contenu, mais qui est le contenu sur un site web, ou voir de contenu qui est sur un autre VLC. Ton pote qui te partage un film, un truc où tu puisses le faire en direct. Ok. Pour creuser, on a bien exploré du coup sur VLC, ce que vous aviez fait, tout ça. Mais j'aimerais comprendre plus précisément qu'est-ce qui t'anime toi quand tu fais ça, un projet contributif comme ça, et qui est mis à disposition de tout le monde. Tu rends un service, c'est pour le bien commun. Ouais, alors c'est sûr, il y a l'esprit bien commun. Moi, j'ai une éducation comme ça, catho de gauche, où vraiment redonner le service aux autres. Mais c'est pas juste ça, c'est juste que, en fait, c'est super intéressant. Parce que très vite, en fait, la plupart des trucs techno, en fait, la techno est assez simple, quoi. C'est vite très chiant. Tu te retrouves dans le énième framework Java ou JavaScript à implémenter la 1743e fonctionnalité qu'un PO t'a demandé. Franchement, beaucoup de développement informatique, c'est pas marrant, quoi. Là, dans le multimédia, c'est du temps réel. T'as pas le droit de l'erreur. T'as plein de technologies à apprendre. T'es pas beaucoup. T'es autonome. T'as pas de département marketing ou de boss qui t'emmerde. Enfin, tu vois, c'est quand même super intéressant et tu peux pas t'arrêter. Sur 20 ans de VLC, t'es parti des trucs en SD, en MPEG-2 à du 4K HDR, enfin même du 8K. On a fait une démo il y a 2 ans à Roland-Garros de streaming 8K over 5G. Enfin, tu vois, t'as toujours des trucs. Alors les gens le voient pas trop parce qu'ils cliquent sur les fichiers puis ça marche, mais en fait, c'est parce que VLC est à mise à jour tout le temps. Donc déjà, techniquement, c'est super intéressant le multimédia. Et ensuite, je me suis retrouvé un peu à faire. Moi, j'ai fait du marketing, du PR, de la com. Maintenant, je suis hyper bon en propriété intellectuelle. Voilà. Donc, j'ai fait vraiment tous les autres trucs que tu ferais, que tu n'apprendrais pas. Et je me suis retrouvé. Par exemple, le cas de la propriété intellectuelle est assez marrant. C'est-à-dire que j'ai maintenant un bon niveau en propriété intellectuelle parce que j'ai pas eu le choix.
Quand tu vois, on n'a personne qui gère très très peu nos réseaux sociaux et pourtant ils marchent bien. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant, passionnant. Et quand je vois par exemple pas mal de potes ou de gens qui sont soit dans des grosses boîtes, soit dans les startups, je me rends compte que moi, le champ de trucs que je fais est juste délirant et donc intéressant. Et tu disais alors que la plupart des projets tech aujourd'hui sont pas très excitants. Dans le Next 40 là, des boîtes, des pépites françaises, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te paraît excitant, ou est-ce que y a rien de génial en fait? Alors, en fait, c'est souvent un sujet qui est abordé, les gens comprennent pas ce que je raconte et ils se vexent. Alors, tu me diras, je m'en fous un peu de vexer les gens, mais il y a une différence entre avoir un intérêt social, un intérêt d'une start-up, un intérêt d'une boîte et intérêt techniquement. On a plein de licornes en France et la plupart, c'est pas des boîtes tech. Alors, ils se vexent parce qu'ils ont des PO, ils ont un CTO, etc. Mais c'est pas de la tech. Doctolib, c'est de la tech très simple. Ah non, mais tu comprends, on fait un truc avec un framework. Non, arrête de me gonfler, c'est un truc très simple. C'est-à-dire que, et c'est vrai pour Pfit, pour Alan, pour tout ça. Et pourtant, ce sont des très belles boîtes et je pense que c'est passionnant ce qu'ils font. Mais c'est pas pour moi, quoi. Niveau tech, on n'est pas dans le même niveau, c'est pas le même sujet. Eux, ils veulent faire leur objectif numéro 1, c'est de faire une boîte qui répond à un besoin. Et c'est pas mon truc. Donc moi, j'avais fait le travail, en fait, il y a quelques années. J'avais regardé toutes les boîtes du Next 40 et notamment une qui s'appelait Shadow. C'est pour ça que j'ai été CTO de Shadow pendant un an, parce que là, il y a de la tech qui est compliquée. Il y a d'autres boîtes françaises qui font de la tech un peu avancée, qui sont très intéressantes. Dans le Next 40, moi, celle qui m'excitait le plus, c'était des trucs de biologie, tu vois, et des trucs genre insectes ou des choses comme ça, ou, je dois avouer, ou agricole, où vraiment, moi, j'ai aucune valeur ajoutée parce que j'y connais rien. Ceci étant dit, il y a plein de belles boîtes en France qui se déploient sur de la tech que je vais dire plutôt lourde, et notamment sur de la tech data center, que ce soit OVH, que ce soit Scaleway, que ce soit Clever Cloud. Je suis assez content qu'il y ait vraiment cet écosystème qui se passe, ou des boîtes, notamment certaines pour qui j'ai un peu bossé, comme Vente Privée, VP, qui, eux, déploient leur cloud en interne, font de la technologie qui est compliquée, c'est de l'e-commerce, hein, c'est pas du multimédia. Mais voilà, donc il y en a quand même quelques-unes, mais c'est vrai que celles qu'aujourd'hui on pousse toujours devant, et je trouve on ne pousse que elles, c'est pas incroyable ce qu'elles font. Pourtant, vous êtes la preuve qu'il y a un savoir-faire français du logiciel. Mais pourquoi il n'y a pas de logiciel parce que, en fait, commercial qui est aussi déployé que VLC? Mais parce qu'en fait, il faut bien comprendre que en fait, VLC, c'est un succès technique, c'est un échec commercial. C'est ce que je dis, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde et le moins rentable. Quand je suis arrivé à Centrale en 2003, il y avait un truc qui s'appelait Titus TV, qui était un YouTube. Ils ont fait YouTube avant YouTube. Il y a des trucs comme Plex qui avaient été faits. Il y a plein de choses en vidéo qui existaient déjà, qui auraient pu être développées et qui n'ont pas été développées. Par exemple, le premier lecteur Dash, il a été basé sur VLC. Il y a une boîte, des gens qui ont fait ça, ils ont sorti ça, ils ont monté une startup. Elle s'appelle Bitmovin. Ils ont levé 160 millions d'euros. Il faut bien comprendre qu'il y a une différence entre un succès technique et un succès commercial. Et en France, on peut faire de la bonne tech et habituellement, on ne fait pas de commerce correct. Aujourd'hui, et notamment depuis, grâce à Fleur Pellerin, qui a lancé la French Tech, on a aussi des succès commerciaux. Donc, c'est super cool. C'est super cool qu'on ait des licornes. Voilà, c'est ça. Et les gens ne comprennent pas. C'est pas parce que je dis que leur technique n'est pas délirante et pas dingue que c'est pas hyper cool. C'est super cool d'avoir des boîtes qui font de la tech en France. Même si pour moi, c'est pas la tech qui m'amuse. Donc voilà, donc je les critique pas, hein, juste. Moi, ce que j'aime, c'est de la tech qui soit du Parrot, DxO, des trucs où vraiment tu fais de l'embarqué. Voilà. Le cœur de la technologie, ouais. Mais ça rejoint ce que je t'ai déjà entendu dire aussi sur l'open source, où tu dis que finalement l'open source aujourd'hui, là où on peut apporter quelque chose et être innovant, c'est aussi sur le service. Alors, tu peux nous parler de cette vision du service open source, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que tu as des exemples? C'est le truc que je vois arriver, qui est absolument génial, c'est que c'est des startups SaaS open source. C'est-à-dire que c'est des startups qui font quelque chose en open source, mais elles ont pris le virage du SaaS, et donc tout ce qu'elles font est dans le SaaS. Donc SaaS, tu peux nous rappeler ce que ça veut dire? C'est du software as a service, c'est-à-dire que grosso modo, tu t'abonnes en ligne. Et en fait, par exemple, je vais donner des bons exemples, tu as GitLab, mais tu as Sentry,
où en fait tu pourrais le déployer toi-même, tu as le logiciel, tu peux même contribuer de façon plus ou moins compliquée, mais tu peux contribuer. Mais si tu veux pas, parce que de toute façon maintenant la plupart des logiciels sont hyper difficiles à déployer et tu passerais ton temps à les déployer, tu peux t'abonner en ligne, c'est 30 € par mois pour utilisateur et tu as la fonctionnalité. Et ça, c'est un modèle qui est pour moi la sortie de l'open source, qui est le modèle le plus intéressant. J'ai cru entendre justement que tu as des projets un petit peu qui vont là-dessus pour offrir une offre de service style Google qui pourrait être français, qui pourrait être du service open source. Alors oui, moi j'y crois pas mal. On m'a pas mal posé la question de quels étaient les trucs qui étaient intéressants à faire et compliqués à faire. Pour moi, il y a un vrai sujet qui n'a pas été fait, qui est cette histoire d'avoir un peu un Google Doc quoi, ou un Office 365, parce que c'est catastrophique aujourd'hui. Toutes les boîtes françaises, toutes les PME mettent l'ensemble de leurs données là-dedans. Et donc c'est à ce moment-là, on m'avait demandé comment je ferais, et j'avais expliqué comment je le ferais, justement en utilisant l'open source. Et là, à ce moment-là, tu vois, tu le hostes, tu as du stockage, etc. Le problème, c'est que l'investissement pour faire des services comme ça est monstrueux. Hein. On parle de centaines de millions d'euros d'investissement et qu'aujourd'hui, personne n'a envie ou de dépenser autant pour faire ça. Mais ce que tu dis là, c'est quand même un petit peu désespérant. Ça veut dire que le retard, ça y est, il est trop marqué et on pourra jamais rattraper le coup. Ouais, non, mais c'est vrai, mais il y a des virages qui ont été ratés, quoi. Ouais, c'est trop tard. Non, mais c'est-à-dire que, par exemple, pour rattraper Google Drive ou Google Doc, ça veut dire quoi? C'est 1 milliard d'euros d'investissement. Qui va être capable de sortir 1 milliard d'investissement alors que de toute façon, tu vois, ça sera jamais rentable? L'Europe peut-être, si on crée le Airbus du numérique. Ouais, mais le problème c'est que les Français, enfin en tout cas les trucs européens, c'est les projets débiles où tu as what milliards de trucs en consortium, etc. Qui vont se faire. Et tu vas pas, on l'a fait en France avec CloudWatt et Numergy, personne va refaire ça. C'était une erreur parce qu'à ce moment-là, en fait, tu as un certain nombre de rapaces, de middle managers qui arrivent et en fait, tu dépenses pas dans la tech. Et c'est pour ça, par exemple, sur un truc sur VLC, souvent on se pose la question de combien de temps ça coûterait de refaire VLC. Tu vois, c'est une question qu'on arrive souvent. En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais à partir du moment où tu vas prendre un mode de management de la tech, quoi, des grands groupes, soit des startups, en fait, tes ingés, ils ont 80% de leur temps perdu en réunion, en sprint planning, etc. Et donc, en fait, c'est ça la difficulté, c'est que c'est très difficile de développer des logiciels si complexes en peu de temps. Ouais, le problème, c'est qu'il y a une espèce de novlangue là, de la tech, de la startup nation qui s'est créée. Et en fait, on cherche plus à alimenter ce truc-là, à créer du discours autour. Oui, mais parce qu'en fait, il y a des bonnes raisons de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand ton but, c'est d'avoir un succès commercial, c'est la bonne façon de le faire. Et là, on parle de retard technique. Et donc, en fait, la question, c'est d'avoir un succès technique. Et en France, on sait assez peu gérer les solutions techniques compliquées. Il y a à peu près un an, tu as lancé un appel que je vais te faire écouter. Oh merde, qu'est-ce que j'ai Et après, j'aimerais avoir ton avis, enfin ton retour, on veut savoir si tu as une réponse suite à cet appel. Donc, je te le fais écouter. Appelle-moi, j'arrête tout. Je fais ce que tu veux, tu me donnes du pognon, tu vas voir, on va faire des services numériques français super bien, respectueux de la vie privée et qui rapporteront de l'argent. Incroyable, le message est passé. Les trois d'un coup, le trip. Donc c'était il y a à peu près un an dans le podcast avec Micode et Hardisk sur Interscore où tu lançais un appel ouvert à Bruno Le Maire et tu disais « Moi j'ai juste besoin d'argent, donnez-moi un petit peu de cash et je suis capable de sortir des services numériques français qui fonctionnent, qui font de l'argent et qui respecteront la vie privée des utilisateurs. » Donc tu vois, c'est l'exemple là, c'est-à-dire par exemple de faire la base. En tout cas, tu n'es pas obligé de faire tout le Google Doc, mais ce que tu peux faire, c'est de faire la base en fait justement qui soit... Tu penses bien que Bruno Le Maire, il a même jamais entendu parler de ça. Mais il y a bien eu des tentatives, non ? Très très peu. En fait, aujourd'hui, le travail, il est fait sur les data centers en France. Tu vois, la bataille, elle est sur les data centers. Donc, de positionner, en tout cas, OVH, Scaleway et de façon un peu plus limitée, Clever Cloud ou Outscale. Et en Allemagne, Herzner, pour justement provide du cloud, mais principalement pour des grandes entreprises. C'est que, tu vois, c'est du Kubernetes, c'est pour qu'ils déploient leurs applications. Moi, je parle de... moi, ce qui m'importe, c'est tout le reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux travailler avec quelqu'un sur un document, tu vas monter un Google Doc. C'est quasi instant. Parce que tout le monde a, parce que c'est facile et parce que tu peux collaborer. Et pour moi, c'est ça le problème, c'est que
le tissu économique en France et en Allemagne, c'est énormément de petites boîtes, c'est énormément de boîtes qui ont moins de 50 personnes, moins de 100 personnes, et ils sont en train de donner l'intégralité de leurs données à Google quoi, et à Microsoft. Du coup, tu cites assez souvent le travail qui est fait dans le cloud. Est-ce que si on doit hiérarchiser les enjeux et les priorités, est-ce que c'est le premier problème? Est-ce que déjà, il faudra avoir une offre cloud sécure et qui héberge nos données en France, qui respecte de fait la législation française aussi, et européenne? Ouais, mais ça, c'est déjà parti. Alors, ils partent en retard, hein, mais en tout cas, aussi bien OVH que Scaleway ou que Clever Cloud, ils arrivent. Enfin, ça arrive, tu vas avoir du cube as a service, tu vas avoir à peu près tous les trucs. Les gens qui vont continuer d'ici 1 an ou 2 ans à te dire qu'ils ont besoin d'Amazon ou de Google Cloud, c'est juste que c'est des feignasses, quoi. Je veux dire, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas envie d'essayer d'avoir le choix. Par contre, quand on te dit, bah oui, mais moi j'ai besoin d'une messagerie d'entreprise, des emails d'entreprise, et que disent, bah j'ai soit le choix entre Azure Exchange et Gmail pour entreprise, oui, c'est vrai, ils ont raison. Pour le moment, il n'y a aucun truc qui se rapproche de ça. Donc, là, je vais pas te dire qu'il ne faut pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours, il y a des investissements, c'est plutôt bien fait. On va pas les. Tu vois, évidemment, quand tu m'entends que me plaindre, mais en fait, c'est juste que je vais pas aller te dire qu'il faut aller se battre sur des trucs qui marchent bien. Ouais, non, évidemment. Mais alors, quand je t'entends, j'aimerais bien savoir si tu avais la capacité d'être un voyageur dans le temps, pour retourner dans tes débuts d'Internet, quel message tu adresserais en ayant connaissance et conscience de ce qu'est devenu Internet en 2022? Et je retourne à quelle époque? Des années 80, fin 90 peut-être? C'est vraiment difficile comme question parce que aujourd'hui, ce qui a été le virage un peu embêtant, ça a été le virage de 2005-2006 en fait, où on est passé vraiment d'un Internet un peu gratuit et un peu distribué à une concentration sur les plateformes, que ce soit Facebook, MySpace, des Wix, etc., qui sont très dommageables parce qu'en fait maintenant tu as une sorte de monoculture en fait vraiment sur le web. Tu vois, sur tous les sites se ressemblent près. Et d'ailleurs, tu commences toujours par accepter les cookies, refuser la newsletter, refuser la pub, etc. Et donc ça, c'est vraiment réussir à faire le décentralisé. Mais c'est très difficile à expliquer en fait. Aujourd'hui, tu le vois. Parce que grosso modo, je ne sais pas si tu as déjà fait l'exercice dernièrement d'aller sur Internet sans bloqueur de publicité. Mais c'est infernal. C'est un autre monde qu'on ne connaît plus vraiment. Mais ouais, c'est terrible. Alors, on a une prochaine séquence dans laquelle on va rentrer. Nous, on a créé un format qui s'appelle Internet Explorers parce qu'on aime bien apprendre sur les personnes qu'on rencontre et nos invités à travers leur Internet. Donc, c'est un petit peu un portrait chinois d'internautes. Donc, on a des questions assez brèves qui invitent à des réponses brèves. Vas-y. Sur ton Internet, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu nous recommandes? Donc, première question, c'est qui tu nous recommandes de suivre sur les réseaux sociaux? Personne. Je crois que je t'ai trouvé sur un seul réseau social, c'est Reddit. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a bien des subs que tu aimes plus que d'autres? Ouais, non, mais alors... Stallman was right. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis un gros consommateur de Reddit parce que justement, sur Reddit, c'est un des seuls endroits où tu as vraiment des divergences d'opinion très fortes sur un même site. Donc, c'est très intéressant pour avoir deux... Tu vois, par exemple, pour la politique américaine, c'est génial Reddit, mais que si tu lis à la fois politics et conservative. Je suis beaucoup sur Twitter, en fait. Je suis relativement... C'est toi derrière le compte Vidéoland? C'est moi derrière le compte Vidéoland. Okay. J'ai d'autres comptes, hein, tu penses bien. Pareil sur LinkedIn. Ah oui, tu es sur LinkedIn aussi. Startup Nation oblige. Ça, c'est sûr. Là où je ne suis pas, ou en tout cas je ne suis plus, je ne suis pas sur Insta, je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur Snapchat, je ne suis pas sur... je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais être d'autre. Ouais, c'est déjà pas mal. Et je connais très très bien ces réseaux. Donc, ce n'est pas parce que j'y suis pas. C'est juste que j'ai pas ces apps parce que ce sont des drogues quoi. Le mieux. TikTok c'est génial, mais c'est une drogue. C'est-à-dire que si tu mets quelqu'un dans un studio par exemple comme celui-là, tu lui enlèves sa montre, une façon de voir l'heure, tu lui mets un TikTok et tu lui dis vas-y regarde, tu reviens au bout de 20 minutes, tu lui demandes combien de temps il a passé, ou tu reviens, tu lui dis arrête-toi comme au casino, ou tu lui dis reviens au bout de 20 minutes, les mecs il a passé 1h30.
C'est hyper addictif, leurs algos ils sont hyper bons, etc. Bon, TikTok, c'est vrai que c'est un sujet. Est-ce que tu aurais 2-3 subreddits que tu affectionnes particulièrement de recommander? Je vais pas faire ça parce que moi j'ai plutôt tendance à vous dire allez regarder les petits subreddits. Il y a beaucoup de petits subreddits qui sont très intéressants. Genre lesquels? On va y aller. Non, je vais pas te donner de nom parce que c'est pas marrant, mais notamment quand tu regardes, l'habitude que j'ai prise, c'est, tu vois, quand tu as des trucs intéressants qui arrivent sur Reddit, c'est de regarder où c'est cross-posté. Donc, regarder les autres subreddits sur les trucs intéressants, notamment dans Air Techno, et tu découvres plein de subreddits, petits subreddits. Moi, je dois avouer qu'il y a quelques youtubeurs que je trouve vraiment très cool. Ouais. Évidemment, des mecs comme Smarter Everyday, mais bon, que tout le monde connaît. Évidemment, des joueurs du grenier qui me font assez rigoler. Il m'arrive de perdre pas mal de temps, justement. Moi, je me perds beaucoup de temps dans ce genre de site web, des 9gag, du Wikipédia, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas les apps installées. C'est justement parce que sinon tu t'en sors pas, quoi. Ouais. C'est le rabbit hole, c'est ça? Exactement. Ton site internet préféré? Hacker News. Ça c'était carré. Ouais, mais logique. C'était logique. L'app la plus improbable que tu as sur ton téléphone? J'ai regardé sur mon téléphone quelle app, et j'ai pas d'app improbable, mais je dois avouer, alors que je me débrouille pour ne pas avoir d'app dans laquelle je dépends vraiment, je dois avouer qu'il y a une app qui a changé ma vie, c'est Citymapper. Ouais. Alors Citymapper, alors maintenant tout le monde commence mais c'est tellement pratique. Voilà. Et en app improbable, j'ai une app de To-Do que personne ne connaît qui s'appelle Todoist. Et ça a l'air d'être l'app que j'ai qui est le moins utilisée. Mais c'est vrai que tu bosses avec? Tu fais tout là-dessus? Pas tout. C'est pas mal un peu. Ok. Ouais. Tu bosses avec quel outil d'ailleurs pour organiser ton travail, la collaboration? Vous travaillez sur quels outils? Alors sur VLC c'est très simple, hein, c'est GitLab. Et ouais. En fait IRC, avant on était sur IRC. Ouais, c'est IRC GitLab quoi. Ah oui, ok, ouais. Grosso modo, hein, un chat et un GitLab et surtout pour moi Fastmail. Je passe ma vie dans mes mails qui sont sur Fastmail. Ok, très bien. Ta vidéo préférée sur YouTube, si tu peux en citer une? Lion Cat? Non, mais justement, c'est exactement la vidéo qui me fait le plus délirer, c'est Loïta Polka, là, le poireau qui tourne, là, le truc absolument insupportable. Je vois pas, mais on va aller chercher ça. Oh là là, mais si, évidemment, c'était un mème il y a quelques années, c'est un truc avec une petite truc d'animé qui tourne avec une musique qui dure 40 secondes, et évidemment, tu as une version 10 heures. Moi, ça me fait bien rigoler. Très chouette. Question beaucoup plus deep là, attention. Internet ressemblera à quoi en 2050? Aucune idée. Et je pense que les gens qui... Tu aimerais qu'il ressemble à quoi? Ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait plus de diversité, qu'il y ait il y a à nouveau un peu des créateurs, et que les créateurs fassent pas ça juste pour gagner de l'argent. Tu vois, c'est un peu le problème que j'ai avec les influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est que, en fait, c'est que des gens qui veulent en vivre. Et la partie amateur me manque beaucoup sur Internet. C'est super de vouloir en vivre, hein, mais à partir du moment où tu viens en vivre, tu vois, t'as du sponsoring et c'est pas vrai, quoi. Et tu n'es plus capable d'avoir c'est vraiment ce truc indépendant. C'est vrai aussi dans la presse, hein. Par exemple, la presse indépendante, ça existe quasi plus. En tech, il y a Next Impact et c'est les derniers. Et tout le reste, après, tu es très embêté parce que qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est juste la vente commerciale, tu sais pas. Ce qui t'intéresse, ça rejoint aussi ta démarche finalement dans l'open source et tout ce que tu fais dans le logiciel. C'est quelle est la vraie motivation derrière un projet? Toujours, c'est ça qui te parle. Et aujourd'hui, quels seraient les projets qui pourraient t'animer? Tu as rejoint le projet, alors on en a parlé brièvement, donc Blade Shadow, qui est une société qui a fait faillite, c'est ça, ouais, qui était au tribunal de commerce. Tout à fait. Vous avez fait une offre, du coup, accompagné d'Iliad et Xavier Niel. Je crois que tu as travaillé chez eux 5 à 8 mois à peu près. Et finalement, il y a une offre qui était plus importante qui est arrivée d'OVH. Donc finalement, ils ont remporté la mise. Ouais. Pour la faire courte, parce que tu t'es déjà exprimé beaucoup sur ce sujet-là. Donc on ne voulait pas t'infliger ça de revenir là-dessus. Oh, c'est pas grave. Hein. Mais c'est hyper intéressant de voir qu'après toutes ces années où tu t'es consacré à Videoland, tu étais prêt à rejoindre un nouveau projet. Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres? Ouais, ou mais est-ce que c'était la seule opportunité là?
Non, bon, il y en a plein, j'ai plein d'idées. Enfin, des opportunités. Je suis sûr que tu en En as fait- plein, mais la seule qui pouvait retenir ton attention et te faire envie. Ouais, mais en fait, ce que les gens se rendent pas compte, c'est que le cœur de Shadow, c'est de la vidéo, en fait. Moi, je suis dans la vidéo, c'est là où je suis. Bon, moi, j'adore les technos, le vidéo. Ça fait très longtemps que j'en fais. De base, moi, je suis un cinéphile et un sériephile et tout ça. Donc là, c'était le bon fit. Et la vidéo, en plus, techniquement, c'est vraiment compliqué, donc c'est vraiment intéressant. Donc voilà, c'était pour ça, mais c'est clair que moi, je pourrais aller faire d'autres projets tant qu'ils sont intéressants. Pour le moment, ouais, il y a pas mal de choses en vidéo qui vont se faire. Il y a des trucs intéressants autour de tout ce qui est Web3. Où il va y avoir... Ok. Il y a du très très bon, du catastrophique là-dedans. Mais il y a... En tout cas, je retrouve un peu des idées un peu farfelues, un peu marrantes. Le côté décentralisation, etc. C'est ça, fédération, décentralisation, Ouais. avec tout la cata qui va avec, hein, mais comme tous les sujets. Voilà, donc ça, autour de la vidéo, ça m'intéresse pas mal. De la vidéo décentralisée, enfin, je balance des mots-clés là, mais Je sais pas. c'est possible. Ouais, vidéo décentralisée, des vidéos dans le métaverse, des trucs autour des NFT, etc. Il y a plein de choses à construire. Ça t'intéresse, ces secteurs-là. J'aurais pas imaginé, tu vois. Ça m'intéresse parce que bah, c'est un truc un peu nouveau, quoi. Et Ouais. donc c'est vrai que c'est pas mal. Qu'est-ce qui va en rester dans 3 ans? J'en ai aucune idée. Ça se trouve, tout ça, ça sera tout mort. Ça semble être très loin des projets vertueux que tu soutiens jusqu'à présent. Franchement, t'as tout. Hein. Ouais. Ouais, par exemple, le week-end dernier, j'étais à un endroit qui s'appelle le Peer-to-Peer Festival qui était à Paris. On a parlé justement libre peer-to-peer, décentralisé, etc. Donc, Le voilà. Web 3, du coup, tu y crois? C'est ça la révolution? Ah là, non, j'y crois. Moi, alors voilà, moi, j'y crois pas. Je crois pas à un truc comme ça. Ouais. Je dis juste, c'est un sujet d'observer. intéressant, un peu nouveau qui arrive. Moi, je suis pas capable de dire ce qui va se passer dans 25 ans. Je sais qu'il y a plein de choses qui se passent et je sais que, évidemment, dans toutes les générations de trucs, il y a des choses intéressantes qui en viennent. Il y a un truc intéressant sur tout ce qui est vidéoconférence, discussion en temps réel, un peu peer-to-peer justement pour ne plus passer par des plateformes, quoi. Donc, ouais, là en ce moment c'est la folie capitalistique, ouais c'est vrai, mais il y a des trucs marrants. Voilà, un autre sujet qui m'amuse beaucoup, c'est un peu sur la création 3D. Voilà, le streaming de création 3D, ça c'est un petit peu un truc qui m'amuse, et un peu le streaming live, tu vois, ce qui se passe autour de Twitch, et puis un peu ce qui a été fait, la cloud des gaming, cloud desktop, qui sont aussi de la vidéo. Et tout ça, tu vois, pour moi pour moi, le sujet, c'est le même, quoi. Moi, je continue. Ce qui m'amuse, c'est la vidéo. Et il y a diverses applications. Moi, je me force à rester ouvert. Parce que, tu vois, je sais pas, c'est classique de dire qu'à partir de 35 ans, tu deviens un vieux con et que donc tous les nouveaux trucs, c'est de la merde. Donc moi, je fais l'effort de, dès que je vois un truc où je me dis, putain, c'est de la merde, c'est que je me dis, JB, en fait, t'es un vieux con. Et donc, vas-y, quoi. Donc, par exemple, je connais très bien TikTok, parce que justement, le premier truc, TikTok, encore un énième réseau social. Et donc, j'ai fait l'effort, justement, de dire, oula, si tu as cette réaction, c'est que tu fais de la merde, va regarder. Et l'algo est incroyable, c'est ça, Ouais, la clé du truc. c'est vraiment ouf, quoi. Et puis, l'UI est bien, etc. Mais tu vois, les questions de Web3, les questions de cloud desktop, les questions de tout ça, si tu arrives... En fait, je déteste critiquer sans connaître. Donc moi, je vais les regarder, je vais les creuser. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de champs d'application sur la vidéo, dans tous ces sujets-là. Donc c'est ça qui m'amuse. Nous, on a créé ce podcast, du coup, qui s'appelle Contrôle, parce que c'est une quête personnelle que nous, on porte avec Alain. On essaie de reprendre la main sur les outils qu'on utilise. C'est un peu une boîte noire qui est géniale, mais on a ces outils-là dans la poche qui nous maîtrisent, qui nous contrôlent, qui dictent notre journée, mais on ne sait pas comment ils fonctionnent. Et on se dit que ça serait bien d'avoir des alternatives qui émergent, et puis surtout comprendre quels sont les enjeux. C'est pour ça qu'on va à la rencontre de personnalités comme toi, et on essaie de comprendre aussi qui a le contrôle sur qui aujourd'hui. À ton avis, qui a le contrôle du web aujourd'hui? En fait, pour moi, la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, les gens sont un peu des moutons, quoi. C'est un peu méchant, mais putain, Kim Kardashian, elle a je sais pas combien de millions de followers, quoi. Tu vas regarder sur Insta, les gens, ils follow Messi et Cristiano Ronaldo et les Kardashian. Alors, au moins, les deux premiers, ils font à peu près quelque chose de leur vie, quoi.
mais les gens, en fait, c'est peut-être la plus grosse déception que j'ai, c'est qu'en fait, tu te rends compte que les gens, en fait, ils aiment bien suivre les rails, quoi. Et on n'a pas vraiment beaucoup de changements. Et quand tu tires là-dessus, c'est ça qui fait le succès de la publicité, et c'est ça qui donc fait le succès, parce que la publicité, ça marche. Et donc, c'est ça qui fait le succès de ces plateformes qui contrôlent. Mais donc, pour moi, le vrai problème, c'est un problème éducatif, quoi. Et c'est un problème de... Moi, j'ai eu très tôt des profs un peu éclectiques qui m'ont appris à ne faire confiance à pas grand-chose. Et à tout remettre en question. Donc voilà, donc c'est vrai que, tu vois, par exemple, je fais hyper attention à ma consommation réseaux sociaux, où je passe mon temps... comment je suis bloqué, enfin tu vois, accepter le fait que parfois il y a des sites que tu n'auras pas accès parce que tu fais de l'adblocking, tant pis, tu vois. Bon, voilà, donc c'est plus ça en fait. Donc il n'y a pas vraiment de gens qui te contrôlent. Moi je suis absolument pas conspirationniste, etc. Mais c'est vrai que le vrai problème, c'est que les gens enfin, dans leur vie de tous les jours, n'essayent pas de comprendre, quoi, et ne se posent pas les questions de pourquoi les gens font ça. Quel est le business model derrière? Et c'est un exercice qui est fatigant. Pourquoi? Enfin, tu vois, le soir, j'ai envie de me poser, quoi. Bah non, tu vas réfléchir un peu. Tu as bien identifié la source du problème, c'est l'éducation aussi, la sensibilité qu'on a à ces problèmes-là, mais quelle pourrait être la solution, du coup? Ça à travers le système éducatif? Ouais. Et encore en France, on est plutôt bon là-dessus, malgré tous les défauts, où on a vraiment une formation assez généraliste, où tout le monde, normalement, qui a son bac, a fait de l'histoire, de la philo, des maths, bon, sauf s'ils ont passé le bac l'année dernière, mais globalement, en général, ils en ont. Et donc, ils ont vu beaucoup de choses. Alors, on critique beaucoup, mais quand tu vas dans les pays anglo-saxons, en fait, tu te rends compte que les gens, ils ont très, très peu étudié au niveau éducatif de façon très large. Et quand ils ont éduqué, et puis après, ils se spécialisent très, très vite. Donc là, je pense que oui, mais je pense que il faudrait retourner à des choses beaucoup plus fondamentales et un vrai travail d'esprit critique très tôt et un travail de déconstruction. Moi, je l'ai eu parce que j'ai eu des profs incroyables et formidables qui me l'ont fait faire très jeune et des parents profs. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ça le truc le plus important parce que aujourd'hui, apprendre une énième date, post-internet, post-Wikipédia, il y a beaucoup de connaissances qui sont inutiles. Par contre, ce qui est important, c'est d'apprendre à apprendre et ce qui est important, c'est de déconstruire. Justement, là-dessus, pour développer cet esprit critique vis-à-vis de la tech, est-ce que tu aurais des lectures à nous recommander, des documentaires qui t'ont plu, des films Non, c'est très difficile. En ce moment, si j'ai une lecture à recommander à tout le monde, c'est Sun Tzu, l'art de la guerre, puisque c'est très intéressant et très actuel. En lecture, non, moi je dois avouer que c'est plus lire énormément de romans d'horizons différents, de styles différents qui m'a beaucoup plus appris. Et surtout de lecture de langues différentes. Moi je lis pas mal en anglais, un petit peu en italien, etc. Et ça c'est un vrai point intéressant. Très cool. J'aimerais bien savoir aussi quels sont les outils que tu utilises. Par exemple, tu utilises quel navigateur? Firefox. Quelle app de messagerie? De messagerie téléphone. Ouais, par exemple, téléphone. Est-ce que tu es sur Signal, Telegram? Je suis sur tout parce qu'évidemment, tout le monde est partout. L'app numéro 1, c'est Signal. Ouais. Tu utilises aussi WhatsApp? J'utilise un peu WhatsApp, de moins en moins. Ouais. J'ai réussi. À un moment, il y avait tout le monde sur WhatsApp. Donc là, j'ai réussi notamment tout ce qui est familial à les faire migrer sur Signal dernièrement. Donc, dernièrement, sur les 4-5 dernières années. Mais le problème, c'est que pour parler avec tout le monde, sur mon téléphone, on peut regarder, mais c'est une cata, quoi. Parce que j'ai évidemment WhatsApp, des SMS, Telegram, Google Meet, Skype, Discord, Jitsi, Zoom, Webex, FaceTime, Teams, Skype Enterprise, Mumble, BlueJeans, Signal, évidemment des Slack, tu vois. Donc vraiment, ça c'est vraiment un truc qui me fait chier. Je pense que d'ici l'année prochaine, je vais pouvoir tout basculer sur Matrix, parce que Matrix a des bridges vers tout le monde. Donc ça commence avec Éléments, et petit à petit, en fait, je vais garder, j'espère, plus que Éléments et Signal. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire de manière assez simple pour les gens qui nous écoutent à l'échelle individuelle pour reprendre le contrôle sur la tech? Ouais, déjà, utiliser des apps qui sont un peu plus ouvertes.
arrêter d'utiliser Messenger, déjà sur les messageries, aller sur Signal, aller sur des boîtes mail qui sont pas Gmail. Déjà, ça c'est un vrai sujet. Vous forcez à pas aller sur Facebook, vous forcez ou en tout cas à limiter quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est difficile. En fait, moi, il faut avoir le bon truc entre garder le lien social et ne plus parler à personne. Donc c'est ça qui est un peu difficile à faire, mais normalement c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Donc il faut trouver cet équilibre. Aujourd'hui, passer à Signal, franchement, un Signal, ça marche comme WhatsApp. On n'est pas, je te fais pas utiliser IRC, quoi, tu vois. Donc en fait, il faut arriver avec des alternatives qui sont du niveau 2. C'est peut-être pas aussi bien, aussi léché, etc. Mais grosso modo, pour 98% des gens, ça suffit. Donc voilà, donc je pense que voilà, il faut être raisonné. On va pas tout changer tout de suite, mais on peut le faire. Surtout quand on a des alternatives. Dans la vidéo, il y a un vrai problème qui est YouTube. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à YouTube. Il y a Peertube qui démarre, mais c'est anecdotique. Il y avait Dailymotion. Lol. J'aimerais bien avoir ton avis sur Dailymotion. Lol. C'est vraiment... Tu veux pas reprendre ? T'as essayé de reprendre Blade ? C'est du gâchis. D'abord, c'est impossible. Donc déjà, au moment où ça aurait pu être acheté par Yahoo, ça a été une catastrophe gravissime d'interdire. Et ça a bloqué la tech pendant 5 ans en France. Parce que ça faisait donner le message que l'État français pouvait bloquer quasiment tout. Donc ça, c'est pas bien. Mais surtout, ce qu'on a été fait aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est quoi la tech qui a derrière Dailymotion aujourd'hui ? Ils ont une technologie propriétaire en vidéo ? Non, ils doivent encoder avec FFmpeg. Et tu vois, sur un YouTube ou sur un Dailymotion, la difficulté, ou sur Twitch, la difficulté, c'est plus le réseau que la vidéo. Sur Twitch, tu as une question en temps réel, mais c'est une question de réseau, parce que les réseaux sont monstrueux. Donc c'est vraiment plus un problème d'infrastructure qu'un problème de vidéo. Je reviens sur ce qui s'est passé avec Blade. Tu avais réuni quand même une sacrée équipe. Ouais. Avec Iliad, qui d'autre ? Je sais plus. Il y avait beaucoup d'investisseurs et puis surtout j'avais des gens d'Iliad, Xavier Niel et puis d'autres partenaires qui voulaient aussi mettre de l'argent. Et des fonds assez importants, je crois, jusqu'à 30 millions, c'est ça ? Exactement. Quand tu as réussi à mettre tout ce monde-là autour de la table, c'est quand même un projet qui est conséquent. Est-ce que tu n'as pas envie d'en faire autre chose ? Parce que tu as réuni les bonnes personnes. C'était peut-être pas le bon moment, mais est-ce que vous n'allez pas faire autre chose ensemble ? C'est compliqué. J'ai plein d'idées. C'est compliqué parce que, en fait, des investisseurs pour reprendre un projet et des investisseurs pour démarrer un projet, c'est pas du tout les mêmes gens. Tu vois, c'est du late stage par rapport à du seed. Donc, c'est très... Blade, il y avait un business model, il fallait réparer. Tu savais que ça allait cracher de l'argent tout de suite après. Là, tu redémarres un nouveau projet, tu as toutes les incertitudes, donc c'est pas forcément les mêmes personnes. Je t'ai entendu aussi dire dans une interview que tu aurais bien aimé reprendre Quant, le moment où il cherchait un CEO. Ouais, exactement. Alors ça, tout le monde s'est un peu foutu de ma gueule, mais je pensais que... Après, il y a eu plein de problèmes techniques, et puis plein de problèmes de gestion, si j'ai bien compris. Mais c'était un vrai sujet intéressant, faire un moteur de recherche moderne, un peu respectueux... Mais pour moi, l'investissement, pareil, c'est un investissement qui doit être de l'ordre des centaines de millions, voire le milliard. Et c'est un investissement qui doit se faire vraiment pour de la tech. Et ça ne pourrait pas être des projets open source, comme ce que vous avez fait sur le modèle de VLC ? On ne pourrait pas reproduire ça aujourd'hui ? Non. Un logiciel distribué des millions de fois ? Non. Pourquoi ? Alors pour 2 raisons. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de démarrer des projets parce que les utilisateurs ont un niveau de qualité qu'ils demandent qui est très élevé. Les gens sont très exigeants, tu vois. C'est très difficile de démarrer parce que tu démarres pas de rien, quoi. Si aujourd'hui quelqu'un lançait un Google Like, les gens ils n'utiliseraient pas. Ça suffit pas. Et le deuxièmement, c'est que là, t'as besoin de beaucoup d'infrastructures et beaucoup d'indexation. Et donc là, déjà, rien que la maintenance d'un moteur de recherche juste en serveur, tu en as pour 10 à 20 millions par an. Tu vois, tu fais pas ça en open source. Très juste. Pour conclure tout ça, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent, qui s'intéressent à ces questions-là et ce développement de la pensée technocritique ? Croyez-y, on va y arriver. C'est pas une course, c'est un marathon. C'est un changement majeur de la société globale. Il y a 30 ans, il n'y avait pas Internet, ou quasiment pas.
Ça va arriver, et notamment la faiblesse de justement ces grosses boîtes, c'est qu'ils veulent toujours plus et à toujours plus court terme. Et si vous visez loin, on peut gagner. C'est un joli mot de la fin. Merci beaucoup. Je te remercie. Merci JB.